Bonjour et bon réveil, bienvenue sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct et on jette tout de suite un coup d'œil au sommaire. C'est historique. Le gouvernement israélien a approuvé hier la création d'une section de prière mixte hommes-femmes au mur occidental à Jérusalem. Une discorde vieille de plus d'un quart de siècle qui prend donc fin. Nous serons en ligne avec l'une des instigatrices de ce mouvement dans quelques petites minutes. D'autres négociations qui patinent, celles-là. Les pourparlers débutent enfin à Genève, des négociations que le régime de Bachar el-Assad aborde en position de force, notamment grâce au soutien militaire de la Russie, ainsi qu'au retour de l'Iran sur la scène internationale. La France dame le pion aux États-Unis. Aujourd'hui, le président cubain Raúl Castro sera accueilli en grande pompe à l'Élysée. L'occasion pour l'Hexagone de prendre une longueur d'avance sur les États-Unis en matière économique et diplomatique. On abordera ces deux aspects au cours de cette heure d'info. Et puis, il n'hésite pas à s'engager, mais refuse le rôle de porte-parole de quelques minorités que ce soit. Parti vivre à Hollywood après le succès d'Intouchable, Omar Sy joue dans Chocolat, signé par Roche Dizem. Il raconte l'histoire du vrai clown Raphaël Padilla, un noir qui a connu un succès éphémère et un destin tragique en France. Ravi de vous retrouver. On va tout de suite ouvrir cette édition avec cette information qui vient de nous parvenir sur la situation sécuritaire en Israël. Au sud de Toul-Karem, un Palestinien a tenté de poignarder les soldats à l'entrée de l'implantation de Salit. Il a été neutralisé. On reviendra sur la situation sécuritaire dans quelques instants, mais une actualité qui a créé la controverse à présent en Israël. C'est une discorde vieille de 27 ans qui prend fin. Le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a pris hier la décision historique d'approuver un plan qui permettra d'établir une zone de prière séparée pour les fidèles juifs non orthodoxes et les femmes au mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem. Joseph Emmanuel avec Léa Berdugo. Elles chantent car elles sont heureuses. Le gouvernement israélien vient d'adopter quasiment à la majorité un compromis et celles qui se sont elles-mêmes nommées les femmes du mur pourront désormais prier au pied du mur des lamentations. Elles prieront dans une zone mixte, hommes et femmes. La décision est très bien accueillie par le mouvement féministe. Je suis ravie de cette décision. C'est une opportunité incroyable pour l'État d'Israël, pour le peuple juif et pour les femmes juives. On vient d'atteindre quelque chose sans précédent. Une décision bien accueillie par les femmes en général qui viennent prier ici. Je pense qu'il y a des bons et des moins bons côtés. Il y a des bons côtés parce que finalement, pourquoi pas. Si des hommes veulent prier avec elles, ça ne me dérange pas. Ce qui m'aurait dérangé, c'est qu'elles viennent prier avec les femmes, avec leur talit et les tefilines. Le compromis a été accepté par presque tous les membres du gouvernement et le lieu choisi accepté par les femmes du mur. Si la revendication est médiatisée depuis quelques années, ici on connaît ces femmes depuis bien longtemps. Ça n'est pas d'aujourd'hui, elles sont arrivées ici il y a 30 ans, je les connais bien. Elles se battent depuis 30 ans pour, disent-elles, garantir certains droits aux femmes. Le droit de porter les rouleaux de la Torah, le droit de se vêtir du vêtement traditionnel religieux des hommes et le droit de prier mêlé aux hommes. Une façon d'avancer, d'évoluer, entend-on quand on leur demande leur motivation profonde, mais une façon aussi de peut-être revenir à ce qu'on faisait avant. Cette photo a été prise en 1880 au pied du mur des lamentations. Il n'y avait alors aucune séparation entre hommes et femmes. Et nous sommes en ligne avec l'une des instigatrices de l'association Femmes du Kotel, Sylvie Rosenbaum. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors, est-ce que vous vous êtes rendue au Kotel ce matin pour y prier avec les hommes ? Bonjour. Non, je ne suis pas au Kotel actuellement, mais je ne suis pas loin. Et d'où je me trouve, je vois en effet les murailles de la vieille ville derrière lesquelles se trouve le Kotel, et qui jusqu'à présent, pour moi, était un symbole de lieu de bataille. Il fallait que je me batte avec mes sœurs des femmes du Kotel pour avoir le droit de prier tel que j'en avais l'habitude, en portant un talit, éventuellement en mettant des tefilines et en lisant dans la Torah. Pendant 27 ans, nous nous sommes donc battus pour ce droit-là. Et aujourd'hui, je suis excessivement émue car
cette proposition de Yehuda Mandelblit qui a été enfin acceptée par la Knesset, une grande victoire pour les droits de la femme dans le monde juif. Elle ouvre des portes j'espère qui... Alors Sylvie, une grande victoire, un aboutissement pour vous. Est-ce que vous comprenez de l'autre côté vos détracteurs? Bien entendu, je les comprends, mais évidemment je ne partage pas du tout leurs opinions. Pour moi, il est très très difficile d'accepter le monopole ultra-orthodoxe sur les lieux saints en Israël et particulièrement à Jérusalem, sur le Kotel. Cette proposition, enfin, nous montre à quel point l'État maintenant reconnaît qu'il y a plus d'une façon d'être juive en Israël, à Jérusalem. Et lorsque enfin cette troisième cour mixte sera aménagée, une femme qui arrivera sur l'esplanade du mur aura le choix et pourra décider. Voilà, elle de pourra prier choisir où elle priera, dans l'arène préservée et réservée aux femmes et dans celle mixte. Merci beaucoup Sylvie Rosenbaum d'avoir répondu ce matin à nos questions. Alors on va revenir et s'attarder à présent sur cet attentat d'hier en Israël. Rien de nouveau puisque depuis plusieurs mois le pays est quasiment quotidiennement la cible d'attentats au couteau, à la voiture bélier ou dans d'autres déclinaisons. Mais là, pour la toute première fois, le terroriste n'est autre qu'un membre de la police palestinienne qui a profité de son statut pour approcher les forces de sécurité israéliennes. On fait le point en images. L'armée israélienne se déploie près de Beth-El en Cisjordanie. C'est ici qu'un membre des forces de sécurité palestiniennes a ouvert le feu ce dimanche sur 3 soldats israéliens. Le terroriste a été abattu sur le champ. Les blessés ont une vingtaine d'années, évacués après les premiers soins reçus sur place. 2 sont dans un état grave avec des blessures profondes au niveau du cou. C'est en voiture que le terroriste arrive à ce point de passage, tôt dans la matinée. Les témoins décrivent un homme calme quand il ouvre le feu. Les Palestiniens confirment l'identité de l'assaillant. Il s'appelle Amjad Sakari et il fait bien partie des forces de sécurité du président Abbas. Dans un post publié samedi soir sur Facebook, Sakari semble faire allusion à ses projets. Dieu est le plus grand, le seul à savoir qui sera le prochain martyr. Et quand il le deviendra, chaque jour nous entendons la nouvelle d'un décès. Pardonnez-moi, peut-être serai-je le prochain. Les attaques anti-juives continuent en Cisjordanie comme en Israël. Une vague de terreur commençait il y a 3 mois. Samedi soir, un adolescent israélien a été la cible d'une attaque au couteau par 2 mineurs palestiniens. Mais l'attaque de ce dimanche inquiète particulièrement les autorités israéliennes. Ça n'est pas la première attaque commise par un policier palestinien. Alors Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Bonjour Olivier Rafovitch, ancien colonel de réserve de l'armée israélienne. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'ai pas été précise dans le lancement du sujet puisque c'est pas la première fois, c'est la 2e fois qu'un policier de l'autorité palestinienne commet ce genre d'acte. À quel moment ces policiers, Ali, de l'autorité palestinienne, ils basculent dans ce terrorisme ? À mon avis, on ne peut pas parler encore de basculer parce que les agents de services de sécurité palestiniens sont dans l'autre camp, le camp qui essaie de déjouer ce genre d'attaque, d'arrêter des Palestiniens qui tentent de commettre des attaques contre des Israéliens. Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est des événements sporadiques. On ne peut pas pour l'instant parler d'une nouvelle vague, d'une nouvelle étape dans cette intifada. Septembre 2016, cette 3e vague a été déclenchée. Septembre 2000, la 2e intifada a été déclenchée dès le premier jour. On a pu voir les traces de l'autorité palestinienne, on a pu voir la participation et l'implication directe, effective des policiers et des soldats palestiniens dans la 2e intifada. Et là, on voit encore que l'autorité palestinienne est sous le critique des factions palestiniennes du fait qu'elle ne participe pas, du fait qu'elle continue à coordonner avec les services de sécurité israéliens. Le président palestinien, comme les chefs des services de sécurité palestiniens, notamment le chef des services de renseignement, Majed Faraj, dû à une interview qu'il a fait aux États-Unis, il est jour et nuit critiqué par le Hamas, par le djihad islamique, comme un collaborateur des zionistes, comme quelqu'un qui est en train de faire obstacle face au déclenchement d'une vraie intifada. Olivier Rafovitch, est-ce qu'on est là dans une nouvelle étape de cette intifada ? Est-ce qu'elle prend un autre visage aujourd'hui ? D'abord, ce n'est pas une intifada.
C'est pas une intifada, c'est une vague de violence, comme on l'a dit ici. Je suis un petit peu en désaccord avec mon ami Elie Wakel, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être d'organisation directe, officielle, des attentats, des attaques de l'autorité palestinienne, mais il y a de manière claire un esprit de soutien de la part du leadership palestinien, politique d'ailleurs, à cette vague de violence qui encourage, par le fait de ne pas condamner les attentats. Qui dit mot consent, c'est en gros ce que vous dites. dites. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures. D'un côté, on continue à coordonner parce que l'autorité palestinienne ne veut pas que les djihadistes du Hamas ou du djihad islamique undermine, rentrent et fassent des soucis ou des problèmes aux leaders palestiniens. De l'autre côté, il y a une rupture, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé sur votre plateau ici, une rupture entre la rue palestinienne, des très jeunes d'ailleurs, et le leadership, qui soit patriarcal ou qui soit politique, où il n'y a pas véritablement donc de contrôle et d'autorité. Mais là, ce qui s'est passé hier, encore une fois, il faudra maintenant bien l'analyser et le rechercher. Est-ce qu'il y a ici une radicalisation du chauffeur? C'était un chauffeur, entre autres, je crois, d'un procureur palestinien officiel. Donc est-ce qu'il y a ici un acte isolé d'un islamiste qui utilise son arme et ses papiers officiels pour pouvoir utiliser cela contre Israël? Ou alors est-ce qu'il y a ici, encore une fois, un réseau plus large? C'est vrai, Nathalie, il y a un esprit qui soutient ce que les Palestiniens appellent la vague de violence, disons, populaire. Pas une violence aux armes à feu. C'est quelque chose que l'autorité palestinienne est en train de faire une différence. C'est vrai que c'est une différence très délicate et qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on soutient une vague populaire et quand est-ce qu'elle bascule aux armes à feu. Mais la direction palestinienne est en train d'aller sur un fil très mince, sur un fil très délicat entre essayer d'encourager la population palestinienne à protester contre ce qu'elle appelle le gel dans le processus de paix et de l'autre côté éviter que cette vague de protestation ne se bascule en une intifada aux armes à feu. Olivier, quelles doivent être les mesures prises à présent par l'armée, par les forces de sécurité israéliennes pour lutter contre ce nouveau type d'acte? D'abord, il y a des mesures qui sont prises depuis déjà pas mal de temps. Il y a ici une combinaison d'actions, on va dire, de renseignements, de micro-renseignements même, pour essayer de savoir en fait à quel moment ce type d'attentat peut avoir lieu. Il y a donc une collaboration qui se fait avec les Palestiniens parce que ce sont eux les premiers qui peuvent savoir et empêcher ce type d'attaque. Il y a également, je vous le dis aussi, une politique, on va dire, d'intelligence au niveau de la manière peut-être de réagir, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse, comment même influencer, entre guillemets, les cerveaux, les états d'esprit de ces hommes-là prêts à l'attaque, hommes comme femmes d'ailleurs. On n'est pas encore en fin de peine, je vous dis qu'on n'est pas encore en fin de peine, mais nous ne voyons pas non plus une accélération de ce type d'attaque, heureusement, contre Israël. Merci beaucoup, messieurs, d'être intervenus ce matin. Alors, conséquence directe ou pas de ces attentats, Magen David Adom, les services de secours israéliens qui répondent à l'appel du 101, ont mis en place une application particulière, une application qui permet de voir autour de nous qui peut procéder et prodiguer les premiers soins qui peuvent sauver en cas d'attentat, mais pas seulement. On reçoit ce matin sur notre plateau Ilan Klein. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, expliquez-nous, de quoi s'agit-il exactement? Alors, Magen David Adom, on a développé une application de premier intervenant. Ça veut dire le système repère les 5 personnes les plus proches de l'appel et envoie les services de secours du Magen David Adom. Maintenant, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de recruter le grand public qui est formé, des médecins, des infirmiers, des paramédics, des secouristes, les recruter au Magen David Adom pour arriver à un nombre de premiers intervenants de quelques milliers. Avec ce logiciel, on réussit à arriver très rapidement sur le terrain, peut-être en quelques secondes. Donc en fait, tout un chacun dans la rue peut se transformer en potentiel sauveur de vie s'il a des capacités à le faire et s'il s'est enregistré sur cette application en réalité. Oui, on peut s'enregistrer. Tous ceux qui ont une formation médicale peuvent s'enregistrer et nous, on va commencer à leur envoyer des appels dans leur région et on va commencer aussi à former au Magen David Adom, le grand public, pour faire partie de ce grand système. Alors, est-ce que cette idée d'application, elle est née suite aux attentats de ces derniers mois, mais suite aux attentats de façon plus globale ?
Elle est née un peu avant. Ce qui s'est passé, on a vu quand il y a des arrêts cardiaques et des personnes qui perdent conscience, on a compris que s'il y a quelqu'un de proche qui commence à faire les gestes qui sauvent, ça peut sauver des vies. On a développé, et maintenant avec la technologie et avec notre savoir-faire ici, et aussi ce qu'on a vu pendant cette période-là, on a pu commencer à la mettre en place, cette application. Voilà, merci beaucoup Ilan. Donc les civils israéliens qui peuvent user et utiliser leur capacité d'aide médicale. Voilà. Olivier, une réaction ? Le nom de l'application. Neyman Chaim. Neyman Chaim, fidèle à la vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actu en bref et en images. Dans une tribune dans le New York Times, Ban Ki-moon accuse Israël de tordre les mots pour justifier la violence. C'est dans un texte écrit dans le plus grand secret par Christiane Taubira, imprimé discrètement en Espagne et acheminé sur des palettes opaques et présenté aux librairies comme un livre sous X pour réduire les risques de fuite, intitulé « Murmure à la jeunesse ». Cet essai d'un peu moins de 100 pages, mis en vente aujourd'hui, expose les raisons pour lesquelles l'ex-garde des Sceaux est opposé à l'inscription de la déchéance de la nationalité dans la Constitution. Et puis le cargo Modern Express à la dérive depuis 6 jours sans équipage dans le golfe de Gascogne fera l'objet aujourd'hui d'une ultime tentative de remorquage lors d'une accalmie météo. En cas d'échec, il s'échouera sur les côtes landaises. Il s'est accordé le temps de la réflexion et il a tranché. François Hollande a accordé une remise gracieuse de peine à Jacqueline Sauvage, condamnée en décembre dernier à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos en 2012, et ce après des années d'enfer conjugal. Regardez. Les 3 filles de Jacqueline Sauvage ne sont donc pas venues à l'Élysée pour rien vendredi dernier. La grâce lui a été accordée. Elle avait été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari qui la battait. En sa qualité de président, François Hollande a finalement fait jouer l'article 17 de la Constitution. Une disposition rarement appliquée, mais les circonstances particulières ont été mises en avant. Dans un communiqué, le président de la République a évoqué une situation humaine exceptionnelle. C'est le message qu'avait fait passer l'entourage de Jacqueline Sauvage. Le président a été très à l'écoute. Aujourd'hui, il faut qu'il trouve la bonne réponse. Le président, bien évidemment, doit faire respecter à la fois l'institution de la justice et la décision rendue, mais il a été particulièrement sensible à l'existence de circonstances exceptionnelles dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Le mari de Jacqueline Sauvage était accusé de la battre pendant plusieurs décennies. Son cas avait ensuite suscité la mobilisation croissante de plusieurs mouvements féministes. Le président nous a informé qu'il était bien conscient de la problématique sociétale de toutes ces femmes maltraitées et battues qui devraient être considérées différemment que des femmes différentes. Et en réalité, il se rend compte que les textes actuels qui sont applicables ne sont pas adaptés. L'entourage de François Hollande avait toutefois précisé qu'il n'était pas favorable au principe de la grâce présidentielle. Une prérogative utilisée à une seule et unique reprise depuis 2012, au bénéfice du plus ancien détenu de France, sans pour autant annuler la peine qui avait été prononcée à son encontre. Et on reste en France, la France qui dame le pion aux États-Unis. Aujourd'hui, le président cubain Raúl Castro foulera l'Élysée, le sol de l'Élysée, l'occasion pour l'Hexagone de prendre une longueur d'avance sur les États-Unis en matière économique et diplomatique. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonjour. Il y a encore quelques années, cette rencontre aurait été inconcevable, voire pire. Elle aurait eu pour conséquence une levée de boucliers en France. Aujourd'hui, Raúl Castro va être reçu en grande pompe à l'Élysée. C'est une première historique et puis ça en dit long sur la normalisation des relations avec des relations franco-cubaines. Vous avez tout à fait raison. Et puis c'est la première fois en effet que Raúl Castro va fouler le sol français. Et puis je tiens à dire qu'on est quand même loin des manifestations de 1995, donc il y a 21 ans, contre Fidel Castro qui était venu à Paris à l'UNESCO.
Alors, c'est en effet une première, une nouvelle ère politico-économique qui est en train de s'ouvrir, mais il faut rappeler aussi que la France a beaucoup œuvré ces derniers temps au sein du club des créanciers de Paris. Alors, c'est un club de finance qui regroupe 13 pays, parmi lesquels les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres, bien entendu. Et ils ont beaucoup œuvré pour qu'on annule la dette cubaine qui est quand même de 11 milliards de dollars. Alors, Cuba, qui a une dette de 380 millions d'euros vis-à-vis de la France, va voir cette dette convertir en financement de projets immobiliers, énergétiques, touristiques, bien sûr. Et la France, c'est clair, François Hollande a affiché ses idées, veut s'appuyer sur ce pays pour gagner, et vous le disiez à l'instant, pour damer le pion aux États-Unis, pour gagner une influence en Amérique latine. Merci beaucoup Christian. Justement, en deuxième partie d'émission, on sera ensemble et on parlera des États-Unis. Merci et à tout à l'heure. On va parler à présent de ce dialogue improbable entre Syriens et Syriens. La rencontre a bien commencé hier à Genève, mais sur fond d'attentats meurtriers. Jonathan Serrero. Après avoir menacé de se retirer samedi, le Haut Comité syrien des négociations a fini par accepter de s'entretenir pour la première fois dimanche avec l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura. Les représentants de l'opposition au régime de Damas sont désormais prêts à entamer les pourparlers. Nous sommes là et nous sommes prêts à entamer des négociations. Nous attendons toutefois de la communauté internationale qu'elle prenne les mesures nécessaires pour faire appliquer la résolution signée par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution 2254 de l'ONU, adoptée en décembre, fixe un cadre aux négociations. Elle exige l'arrêt des attaques contre les civils et un accès aux populations assiégées. L'émissaire onusien a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur le futur des discussions. Je sors d'une rencontre courtoise et constructive avec les représentants du HNC. Nous avons pris le temps d'entendre leurs inquiétudes. Nous leur avons expliqué notre plan d'action et l'ensemble des réunions que nous devons mener. Nous devons faire preuve d'optimisme et de détermination. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois et doivent se dérouler de manière indirecte. Elles vont s'atteler à régler les questions humanitaires mais aussi politiques avec la mise en place d'une autorité de transition au pouvoir de Bachar el-Assad. L'organisation d'élections d'ici 2017 est aussi à l'étude. La partie est cependant loin d'être gagnée. Le gouvernement syrien, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, Bachar al-Jafari, a accusé l'opposition de ne pas être sérieuse dans ses demandes. Il a rappelé que l'objectif de Damas était de mettre fin au bain de sang dans le pays, sauf qu'un attentat perpétré dans le sanctuaire chiite de Sayeda a fait un peu plus de 60 morts et environ 110 blessés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Voilà, et on va en reparler avec Cyril Amar. Cyril, bonjour. Alors ça y est, c'est fait. Régime et opposition sont enfin réunis autour d'une même table à Genève. Oui, ça avait très mal démarré. On s'en souvient, l'opposition qui avait tergiversé, qui avait traîné des pieds et qui s'était rendue à Genève avec 2 jours de retard sous la pression de ses soutiens internationaux. À peine arrivée qu'elle menaçait déjà de faire demi-tour, faute de progrès humanitaire. Alors bref, Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU, a dû user de tous ses talents de diplomate pour convaincre l'opposition de finalement rester. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde est à Genève. Bon, alors concrètement, est-ce que ces négociations elles ont des chances d'aboutir ? Genève 1, juin 2012, Genève 2, janvier 2014. À chaque fois, les pourparlers se sont heurtés au même obstacle, c'est le sort de Bachar el-Assad. Alors est-ce que Genève 3 va être plus heureux ? On a de bonnes raisons quand même d'en douter parce que jamais depuis le début du conflit, en 2011, Bachar el-Assad n'avait eu le vent en poupe. Soutien militaire d'abord, celui des Russes, qui l'aide à repousser les rebelles, mais également à reprendre certaines localités perdues. Deuxièmement, soutien politique, avec le retour en grâce de l'Iran. On vient de voir le tapis rouge qui a été déroulé à Hassan Rouhani lors de sa tournée européenne. C'est énorme. Même la France, autrefois intraitable sur le sort de Bachar el-Assad, qui refusait de choisir entre le choléra de Daesh et la peste de Bachar el-Assad, on voit bien qu'elle a infléchi sa position et qu'aujourd'hui, c'est Daesh l'ennemi numéro 1 et Paris est bien moins regardante que ce qu'elle ne l'était sur le sort de Bachar el-Assad. Et puis, outre la question de Bachar el-Assad, pourquoi ces pourparlers ont peu de chances d'aboutir ? Parce qu'il y a aussi des protagonistes de ce conflit qui ne sont pas du tout liés par ces pourparlers. Je pense à Daesh, qui vient de frapper, on vient de le voir dans le reportage. Je pense à Al-Qaïda et son front al-Nosra. Et puis je pense évidemment aux Kurdes du Nord, qui le jour venu vont réclamer leur indépendance.
Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de pessimisme autour de ces pourparlers. John Kerry, on va lui souhaiter un peu plus de chance que ce qu'il a eu, en tout cas un peu plus de succès que ce qu'il a eu avec les Israéliens et les Palestiniens. Avec des parties prenantes au conflit, mais qui ne sont pas représentées à Genève. Merci Cyril pour ce point. Alors vous restez avec nous juste après un nouveau point sur l'info qui vous sera présenté ce matin par Elsa Mimoun. On parlera de ce rapport de l'OCDE, un rapport particulièrement éloquent puisqu'Israël serait le deuxième pays au monde où les inégalités sont les plus importantes. On est juste derrière le Brésil. Et corollaire à ce rapport, eh bien, le pays connaît une stabilité économique exemplaire et une croissance sans équivoque. Alors ça profite à qui? Est-ce que ça profite toujours aux mêmes? On se posera la question dans quelques minutes. À tout de suite.